Oui, je vais avoir un peu de difficulté, je vais vous dire pourquoi. Parce que les choses évoluent tellement vite que entre ici l'homme artificiel et ce que je vais vous dire ce soir, que il y a lieu d'être affolé, littéralement affolé de ce qui se passe. Et je m'aperçois qu'il n'y a pas de semaine où je ne tombe dans les journaux médicaux, dans les journaux scientifiques, des nouvelles qui s'appuient et qui développent mon point de vue et qui me permettent de dire « Ah bah oui, ça avance et ça avance beaucoup plus vite ». Et il y a tellement de choses à rajouter depuis 3 mois que je les ai encartées là-dedans. En réalité, le livre est pratiquement épuisé et il va faire, j'y peux rien, mais en 3 mois, ce livre est pratiquement épuisé. Et je vais vraisemblablement m'arranger avec l'éditeur pour pas tout refaire parce que ça serait trop de travail, parce que vous allez voir, il y a des axes et il faudrait que je reclasse dans ces différents axes toutes ces nouvelles qui tombent au fur et à mesure. Donc, je les ai rassemblés pour l'instant et j'ai essayé de les encarter, si bien que si ça cafouille un petit peu, vous ne m'en voudrez pas, parce qu'il y a tellement de choses à dire en même temps que je vais être un petit peu perdu dans ce fouillis de mes notes qui ont été surajoutées. Voilà, alors, à la différence, si vous voulez, de ce livre, L'homme artificiel, je ne vais pas vous parler de morale. Je ne vais pas vous parler du bon Dieu, je crois que l'abbé a assez à faire sur ce terrain-là. Je ne vais pas vous parler de philosophie, je ne vais pas vous parler de théologie, je vous parlerai de Dieu simplement un tout petit peu en début de conférence, de manière à cibler en quelque sorte l'ensemble de toutes ces nouvelles scientifiques effarantes qui se départissent de l'ordre divin. L'ordre général, c'est cela, c'est l'idée générale, c'est qu'il s'agit de créer une nouvelle humanité. Nous passons, ne vous faites pas d'illusions, à un plan B de l'humanité. C'est-à-dire que l'ordre divin, tel qu'il a été voulu par Dieu dans sa nature, est en train littéralement de s'écrouler, y compris, bien sûr, par les lois qui nous préoccupent actuellement, notamment sur l'homophobie, que je vous recadrerai et qui vont presque vous tomber sous le sens de cette humanité nouvelle. Alors le programme général, il a été donné par Attali, express le 2 janvier 2003. Tous les mots ont un sens extrêmement pesant et important et fondamental. Bientôt, on ira plus loin encore, en séparant le fœtus de la matrice. C'est le programme Ectogénèse qui servait de fond d'écran ou de fond de toile à mon ouvrage, là. Faisant de l'être humain un artefact. Qu'est-ce que c'est qu'un artefact? Vous voyez, c'est une petite tâche comme ça, c'est un petit objet, un petit truc. Donc il s'agit d'une chosification des individus. Il s'agit de transformer les hommes en des machines qui n'auront plus aucune signification ni aucun sens. Fabriqués sur mesure, avec des caractéristiques choisies à l'avance. Ça, c'est l'axe génétique. Donc, je vous ai déjà donné 3 axes, qui est l'axe que je pourrais dire qui est le politiquement correct ou le modèlement des individus par la société, ce que j'appelle l'homme déraciné. Le deuxième axe, donc, c'est l'ectogénèse, le développement de l'enfant hors du sein maternel. Le troisième axe, c'est donc des caractéristiques choisies à l'avance. C'est le troisième axe, c'est toute la génétique. Et le quatrième axe, c'est l'homme bionique, c'est-à-dire la volonté délibérée de transformer les hommes en machines, mais physiquement parlant. Et c'est ça
que j'appelle l'ultime transgression, avec, ajoute Attali, une conscience de soi prédéterminée. C'est-à-dire qu'en réalité, on veut transformer les hommes en robots. C'est ça le but, et vous voyez, je ne lésine pas, l'ultime transgression, c'est la destruction de l'espèce humaine pour la remplacer par des hommes qui seraient entièrement conditionnés à la fois par la société, par la médecine, par la biologie, par la génétique et par la robotique. Alors ma partie, alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte là, cet homme-là, bon. Eh ben, un certain cardinal Joseph Ratzinger, dans un livre édité en 2005, qui s'intitule « L'Europe, les fondements aujourd'hui et demain », il dit, pour le dénoncer bien sûr, je vous ai bien compris, l'être humain ne doit plus être engendré de façon irrationnelle, donc c'est ce que veut faire la société, mais produit rationnellement, ainsi l'homme dispose de l'homme comme d'un produit, c'est-à-dire que l'homme est devenu chosifié, dit le pape, se trouvent écartés les exemplaires imparfaits, en vue de créer l'homme parfait grâce à la planification et à la production. Donc il s'agit de créer des hommes parfaits, des hommes qui auraient été prédéterminés de cette manière. Alors ma partie théologique, elle est très brève. Elle rejoint le prologue de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, il était la vie. Donc c'est Dieu qui est la vie. C'est facile à comprendre. Or, que se passe-t-il dans le paradis? Dieu a donné la vie à Adam et Ève. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, vous ne toucherez pas à l'arbre de la connaissance. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce qui permet de tout comprendre. Alors évidemment, le tentateur arrive et il dit, vous serez comme des dieux. Eh bien, retenez cette phrase, vous serez comme des dieux. C'est-à-dire que la société a la prétention de prendre la place de Dieu, complètement dans la création. Vous serez comme des dieux. C'est la parabole des vignerons homicides. On tue le fils du vigneron pour prendre sa place. Pas compliqué. Bon. Et alors, dans la Genèse, il y a un paragraphe que l'on oublie facilement. C'est que la faute originelle, et puis d'un seul coup, Dieu se gratte la tête comme ça, mais il se dit, aïe aïe aïe, j'ai oublié un truc. Il dit, dans le fond de l'Éden, il y a l'arbre de vie. Ah, ils vont toucher à l'arbre de vie, dit Dieu. C'est dans la Genèse, bon. Et il dit, ils ne doivent pas toucher à l'arbre de vie. Donc, il va mettre 2 anges pour protéger l'arbre de vie. Donc, le challenge, permettez-moi de vous le dire, c'est cela, c'est maîtriser la vie dans toutes ses dimensions. Comme le disait Henri Simon, ancien grand maître de la Grande Loge de France, la franc-maçonnerie apprend à descendre le ciel sur la terre, elle aide les hommes à s'assumer, enfin ça baratin, à dessiner la vie entre équerre et compas, à moins d'avoir une tête en pointe, dans la rectitude, je dirais plutôt dans l'intérêt personnel, dans l'ouverture du porte-monnaie, et maîtriser la vie dans toutes ses dimensions. Et maîtriser la vie dans toutes ses dimensions. Cette vie qui nous vint si longtemps d'un souffle de Dieu posé sur notre argile, c'est comme un matériau qu'il faut la considérer désormais. Donc il s'agit tout simplement de maîtriser la vie depuis sa création jusqu'à sa fin. La fin, vous avez vite compris, c'est l'euthanasie. Le début, c'est là-dessus que nous allons parler. Alors la vie, alors tout le monde sait la vie, qu'est-ce que c'est que la vie? Bon. C'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort, disait Bichat. La vie a été définie par Aristote et aussi par saint Thomas.
Et la vie suppose une organisation, des fonctions de nutrition, la conservation, l'évolution et enfin la reproduction. Ce sont les grands axes de la vie, mais évidemment, l'axe le plus fondamental, c'est celui de la reproduction. Parce que s'il n'y a pas de reproduction, les autres fonctions ne peuvent pas se mettre en place. Vous êtes bien d'accord avec moi? Alors, je vais aller assez vite, si vous voulez, pour vous parler du premier axe, qui est ce que j'appelle l'homme déraciné. L'homme déraciné, c'est ce que l'on voit actuellement sous nos yeux. C'est-à-dire que vous voyez la société qui prend en main les individus par tous les moyens possibles. Les moyens de l'éducation, les moyens des médias, les moyens scientifiques, tout est utilisé pour asservir l'homme. Le but est très simple, c'est de transformer les gens en moutons. Et je dis toujours, quand un mouton fait bé, 1000 moutons font bé. C'est ça l'objectif. Alors cet objectif, il y a des trucs énormes qui contribuent à cela, des trucs gigantesques. Par exemple, la télévision. Qu'est-ce que vous dites actuellement? Alors ça, c'est un élément nouveau. L'an dernier, on était à 3h32 par jour, pour chaque tête de pipe. Bon. On en est à 3h47. Je viens d'apprendre ça va se rajouter. Bon. Or, ce truc-là, c'est un truc redoutable. Inimaginable. Alors on dit, oui, on les abrutit dans la télévision, le sport, etc. Mais je veux dire, c'est pas seulement ça. C'est physiquement parlant, on détruit les individus. Par exemple, j'ai trouvé dans le quotidien du médecin, extrait d'un journal qui s'appelle Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, en 2010. Vous allez comprendre très bien. C'est qu'un enfant qui reste 3 heures assis ou 4 heures devant la télévision, sa pression descend et les vaisseaux ne se développent pas normalement, notamment au niveau du cerveau, où c'est là où il y a les lits vasculaires les plus importants. Alors on dit, ça c'est une vue théorique, est-ce que c'est vrai en pratique? Eh bien oui, c'est vrai, parce qu'on peut le quantifier. Et cette étude australienne dont il s'agit explique que, en réalité, avec ce qu'on appelle le fond d'œil que vous avez chez l'ophtalmo, qui permet de regarder la rétine, on surveille si vous avez de l'hypertension artérielle, par exemple. Bon, parce qu'il y a 4 signes au fond de la rétine qui déterminent 4 stades de l'évolution de l'hypertension artérielle. C'est comme ça, c'est de la clinique, ça. Bon. Eh bien, on s'est aperçu, tout simplement, que les calibres des vaisseaux de la rétine ne se développaient pas chez les enfants. Et en réalité, ce que l'on voit au fond de la rétine, c'est une photographie de ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. C'est-à-dire que délibérément, on empêche le cerveau de nos enfants de se développer. Alors vous n'allez pas me dire que c'est pas voulu, ça. Bon. Alors ça, c'est très important. Il y a un livre que je vous recommande si vous avez le temps de le lire. Alors là, ça s'accumule, c'est effrayant. Ça s'intitule TV lobotomie. Alors TV lobotomie, c'est-à-dire que la télévision détruit littéralement le cerveau. Mais il y a d'autres choses sur le plan de la médecine. Alors British Journal of Sports Medicine en 2011, Université de Queensland, 1 heure passée devant la télévision réduit l'espérance de vie de 22 minutes. Par comparaison, chaque cigarette la réduirait de 11 minutes. C'est-à-dire qu'en moyenne, un Français qui regarderait moins la télévision que 1 heure a une espérance de vie qui serait prolongée de 2 ans et demi. Voilà.
Alors, je vous passe, la télévision, c'est 1500 mots, 1500 mots de vocabulaire. Alors, vous pensez bien que des enfants qui sont élevés avec 1500 mots de vocabulaire, ça fait des possibilités d'abrutis absolument intégraux, et c'est ce qui se passe. Alors, je vous passe les scènes de violence, etc., que vous connaissez. Bon. Et cette télévision entraîne en réalité une réduction du langage, une réduction, bien sûr, de la phraséologie, de la possibilité de s'exprimer. Alors ensuite, l'éducation nationale. C'est la fabrique des moutons, intégrale, mais je veux dire, à une vitesse grand V. Il y a une volonté, depuis la loi Langevin de l'après-guerre, de détruire l'intelligence des enfants. Un enfant moyen a à peu près le dizaine de connaissances à 10 ans que moi je pouvais les avoir. Alors il y a tout suppression. J'entendais, on était chez une amie, Ignace, le caricaturiste. Là, elle explique que elle est enseignante et elle expliquait que maintenant on ne fait plus de devoirs par écrit. Donc plus de devoirs par écrit, plus de dissertation, plus de leçons à apprendre par cœur. Alors, on réduit bien sûr le temps de travail et on remplace ça par des activités d'éveil. Et les activités d'éveil, c'est faire comme chez nous. Les gamins vont dans les dunes pour regarder les Cicindèles ou pour regarder les Oyas. Et puis il y a une modification radicale qui est intervenue entre l'élève et ses maîtres. Ce n'est plus le maître le maître qui commande, c'est l'élève. Et alors, revendication des élèves, nous disait, ah bah oui, un élève vient voir en disant, j'ai eu 8, c'est pas normal, j'aurais dû avoir 10. Bon, je vais le dire à mon père, vous voyez, et le père vient, voilà. Donc, nous avons une chute de l'intelligence qui est caractérisée par l'effondrement de la connaissance de l'orthographe. Alors je suis effondré en tant que président de l'association catholique des infirmières et médecins. Je reçois par des jeunes médecins des textes bourrés de fautes d'orthographe. Ce sont des gens qui sont à bac plus 11 ou bac plus 10 et qui sont incapables d'écrire en français. Je suis obligé de refaire tous leurs articles. Alors je garde l'idée, puis je regrette, je refais. Disparition de l'orthographe, disparition du jugement, disparition de la culture, disparition des racines historiques de notre pays par la suppression de l'histoire, par la suppression de la philosophie, pour remplacer toujours par ces activités d'éveil. Et alors on a une autre amie qui nous explique que ce qu'il faut, c'est que susciter l'intérêt pour. Alors, on dit pas, voilà une équation, ça se fait comme ça. Non, il faut susciter l'intérêt des enfants pour les équations. Alors vous imaginez quand ça doit être le vocabulaire anglais. Bon, voilà. Alors, là-dessus, vous en savez certainement autant que moi, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que conjointement avec cette débilité qui est en train de s'installer, se crée une véritable prise en main de toute l'humanité par les moyens bioniques, enfin les moyens de communication. Je donne quelques exemples. Par exemple, tout récent, actuellement, le Nokia enregistre toutes les courriels que vous pouvez envoyer au nom de la surveillance du flux. Ils disent, on voudrait savoir notre petite part, là, combien ça coule, là. Et ils enregistrent tout. Bon. Vous savez que dans les téléphones, il y a maintenant des puces qui permettent de vous retrouver partout où vous êtes. On peut lire dans votre ordinateur comme si vous y étiez. Tout le monde peut le faire. Maintenant, la machine à détecter les mensonges, elle est obtenue très très facilement par lecture directe à l'IRM de la variation des pensées. On va en parler, vous allez voir, c'est une des parties les plus intéressantes. Vous savez par exemple que pendant la guerre de Libye, eh bien la France avait établi un système de surveillance au profit de Kadhafi de tous ces sujets, de tous les Libyens. Oui, c'est au profit de Kadhafi.
Au profit de Kadhafi, oui. Au profit de Kadhafi, c'était IBM qui avait mis ça. Ça s'appelait l'opération Eagle. Pardon, excusez-moi. Ça a été mis au point par une filiale du nom de Amesis qui dépend de Boule. Voilà. Et qui était sous la responsabilité de Senoussi, beau-frère de Kadhafi et chef des services secrets. Et il captait tout le... Nous reparlerons aussi de Veryship, qui est un système extrêmement simple qui permet de capter les pensées et de les visualiser sur des écrans informatiques. Alors maintenant, donc là-dessus vous connaissez. Bon, les puces que l'on met maintenant, pour passer la carte d'identité nationale qu'on va avoir, il va y avoir deux parties. Il va y avoir une partie anthropométrique, c'est-à-dire la couleur de vos yeux, etc., et une partie qui concerne vous-même, c'est-à-dire les condamnations que vous avez pu faire, telles idées politiques que vous pouvez avoir, etc. Et vous saurez pas les décrypter. Eux, ils sauront les décrypter. Big Brother saura les décrypter, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle le fait. Alors le système ici, qui est un minuscule tube qui permet en réalité d'entrer dans les hôpitaux américains et qui permet d'avoir toute une série de données. A-t-il du diabète? A-t-il insuffisance cardiaque? Est-il assuré social? Etc. Et donc Obama veut imposer cette puce. Il voulait l'imposer à tous les Américains pour 2014. Vous voyez? Bon. 2014. Bon. Ça, c'est du nouveau, aussi. Alors, en réalité, il s'agit de s'en prendre à l'espèce humaine elle-même, et c'est la deuxième partie de mon exposé. C'est ce que j'appelle l'homme biologique. Avec une phrase de Faust de Goethe, l'ancien mode de procréer, nous le déclarons vaine plaisanterie. Méphisto arrive et voit Faust avec son homoncule qu'il a réussi à mettre comme Prométhée ou Dédale qui ont réussi à faire leur petit homme, là. Ça, c'est le Graal de la médecine, c'est de réussir à faire un homme, et vous allez voir, on n'en est pas loin. Alors donc, le but, c'est en fait de prendre depuis les microdimensions de l'embryon jusqu'à la mort, l'homme en main, et de le maîtriser totalement, et même de créer, vous allez voir, des spermatozoïdes et des ovules. Et bien sûr, de casser la filiation. Dans la loi, elle l'a reconnu, la mère machin, la Taubira, elle l'a reconnu, elle a dit, nous allons à un changement de civilisation. Ça veut dire, nous allons à un changement de l'espèce humaine. Civis, en latin, ça veut dire le citoyen, ça veut dire l'homme, ça veut dire les bonhommes. On va changer les hommes. C'est d'ailleurs le vieux rêve de Marx, c'est avec l'homme générique de Marx, de Hitler avec son surhomme, mais aussi de Guillotin et de Marat, les fameux médecins de la Révolution française que l'on ne connaît pas et qui voyaient déjà la création d'une humanité nouvelle. Eh bien, c'est bien de ça dont il s'agit quand je vous parle de plan B de l'humanité. Alors, il y a notamment la pratique de l'eugénisme, mais il s'est passé un truc qui allait tout à fait dans le sens de mon livre. Un jour, je suis appelé par une organisation que je connaissais pas, qui me demandait, écoutez, on va vous demander, ça va être sur la bioéthique, est-ce que vous voulez venir en tant que président de l'Association catholique des infirmières et médecins? Bon, moi, j'y vais toujours, que ça soit à la télé, à la radio, etc. J'ai même fait plusieurs interviews pour des sites anglais, parce que je parle bien l'anglais, et qu'il y avait personne qui voulait monter au créneau. Bon. Alors, j'arrive là, et ça m'a semblé être, mais je n'en suis pas sûr, comment ça s'appelle ce truc-là, Bernadette, c'est les évangélistes. Ça m'a semblé. Bon, parce qu'il y avait beaucoup de noirs parmi eux. Bon. Voilà, mais très gentil, très correct. Bon, et il y avait une bonne femme qui s'appelait Madame Kless. K-L-E accent grave S, sénateur de Ille-et-Vilaine, qui socialiste, bien sûr, maire d'une petite ville, qui était là, puis qui a parlé. Bon.
Alors moi, je commençais à bouillir un peu, puis je me suis levé, je dis, je voudrais quand même bien parler, parce que si je filme mieux de Boulogne-sur-Mer, c'est pas pour écouter les autres. Bon. Alors, ils m'ont dit, bon ben, on vous donne la parole. Alors écoutez ça, ce qui s'est passé. Je lui ai dit, écoutez, Madame Claes, vous avez voté la loi de l'avortement. Vous, avec vos groupes, c'est casque à boulon. Ça veut dire tout le monde vote pareil. Elle a fait comme ça d'un air de dire, c'est pas bon. Casque à boulon, c'est-à-dire tout le monde vote pareil. Vous allez voir, je vous colle mon billet que c'est ce qui va se passer. Bon. Alors, casque à boulon. Alors, je lui dis, mais madame, moi en tant que médecin accoucheur, qu'est-ce que c'est quand on a un enfant qui naît mort? C'est un drame épouvantable pour la personne qui le vit. Et c'était épouvantable pour le médecin qui est obligé de tirer cet enfant mort du sein de sa mère. Alors, madame, qu'est-ce que vous comptez faire pour diminuer et supprimer l'horreur, l'épouvante que peut constituer les avortements tardifs? En dessous, vous allez dire c'est rien. Bon, mais les avortements tardifs, enfin, ça dépasse en cruauté. Alors je lui explique tout ça, et alors puis je lui envoie quelques vannes, et puis elle me dit, écoutez, oui, j'ai connu des gens qui avaient connu cette situation, et c'est évidemment quelque chose de terrible. Bon. Alors je lui dis, qu'est-ce que vous allez faire? Et alors là, j'ai eu le grand aveu. Elle a dit, nous allons généraliser la procréation médicalement assistée. Alors, mes amis, nous y sommes en plein dedans. Vous en entendez tous les jours à la radio. Alors, ce grand aveu, c'est formidable. Marisol Touraine a dit, nous allons généraliser, alors elle est réservée actuellement aux couples infertiles. Nous allons généraliser la procréation médicalement assistée. Les mineurs, les majeurs, les femmes, tout le monde, mariés, pas mariés, concubinaires, tout le monde y aura droit. Gratuit, vous allez voir. Voilà. Alors donc, elle dit ça, nous allons généraliser. Et cet abruti de Harlem Désir qui opine du chef en disant oui, qui ne connaît rien, je suis sûr qu'il sait même pas ce que c'est, il a dit oui, nous allons généraliser la procréation médicalement assistée. Secrétaire général du Parti socialiste. Et ben voilà le programme, mes amis. Il s'agit de développer des enfants. Qu'est-ce que c'est que la procréation médicalement assistée? Il y a une partie qui est très faible, qui est la fécondation artificielle, comme on voit chez les veaux ou chez les vaches. Et puis après ça, il y a ce qu'on appelle la fécondation in vitro, qui a pour but de rapprocher un ovule et un spermatozoïde, mais ça suppose aussi un tri, parce que on n'imagine pas que un médecin va laisser venir au monde un enfant qui serait malvenu. Donc, à cette mesure de fécondation in vitro s'accroche un autre wagon, qui est l'eugénisme pur et dur, au-delà de ce qu'aurait pu imaginer Hitler, qui va considérer littéralement à trier l'espèce humaine, à la tamiser. Voilà, et ça va avec l'homme parfait, disait le pape. Vous voyez, on rejoint cette idée de vouloir un homme parfait. Alors c'est le bébé à la carte. C'est le bébé à la carte, alors je vous informe. Vous pouvez, si vous voulez, avoir un enfant qui a les yeux bleus, qui est de couleur noire. Vous pouvez commander ça. Il y a plusieurs cliniques qui font ça. C'est très simple, hein, c'est envoyé dans un petit container en azote liquide et c'est satisfait ou remboursé. Voilà. Et si vous êtes, et ça coûte cher, hein, 30 000 dollars. 30 000 dollars. Bon, mais vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont recours à ça pour avoir la certitude d'avoir une fille ou un garçon.
Vous voyez, parce que personne qui a 4 filles, ou non, encore les amis qui ont 5 garçons, d'autres 5 filles, bon, il faudrait bien. Bon, alors, alors les gens discutent, ah ben, est-ce qu'on va mettre $30,000 pour avoir, voilà. C'est ça. Alors donc, un tri en fonction du sexe et un tri en fonction des maladies potentielles. L'axe est double. Il se situe, vous allez voir, sur l'axe chromosomique. Donc, c'est les maladies chromosomiques, destruction donc de tous les trisomiques, maladies des cris du chat, etc. Et sur le plan génétique, c'est-à-dire, actuellement, pour un prix tout à fait modeste, on peut acheter en Belgique. En France, c'est interdit, hein, mais actuellement, ça va changer, hein, et puis très vite, plus vite que ce qu'on peut imaginer. Donc, vous pouvez, si l'une d'entre vous a fauté pendant sa jeunesse et qu'elle a un enfant dont elle est peut-être pas sûre de la paternité, comme Rachida Dati, bon, qui a eu jusque 8 amants en même temps. Eh bien, vous pouvez demander la reconnaissance en paternité qui concerne le sexe, mais en payant plus cher les tests, vous avez des tests qui vont jusqu'à détecter 1200 maladies ou potentiels de maladies. Par exemple, un potentiel de maladie, c'est de dire, voilà, votre enfant, là, on vient de faire une fécondation in vitro, ou bien on a pris les ovules de machin chouette truc et les spermatozoïdes de monsieur untel, et puis on a découvert qu'il y aura peut-être un cancer du sein à 40 ans. Bon, alors la personne se dit, oh, allez, je vais devoir bercer à lunettes, comme on dit chez nous, parce que si ma fille, elle meurt entre deux, c'est moi qui vais devoir, alors que j'ai 70 ans, m'occuper du gamin. Bon, donc, allez, à la poubelle. Vous voyez, c'est comme ça que, c'est en ces termes-là, que ça se passe. C'est comme disait Hitler dans son fameux texte, la notion de vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça, et qui sera laissé à l'appréciation des uns et des autres. Il faut vous dire que par le génome, on a actuellement diagnostiqué 18 000 maladies. 18 000 maladies. Bon, donc l'avenir va effectivement à ce que l'on cherche de plus en plus à affiner les diagnostics, et les gens vont dire, ah oui, c'est épouvantable cette affaire-là, c'est affreux. Mais non, parce que les gens vont dire, mais vous n'avez pas eu recours à la fécondation in vitro, ça aurait été bien plus simple. Maintenant, vous venez vous plaindre d'avoir un enfant qui a des troubles du caractère ou qui a un nez qui est un peu trop long. Eh ben, c'est de votre faute. Vous n'aviez eu qu'à avoir recours à la fécondation in vitro. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Alors vous allez me dire, mais est-ce que c'est possible? Eh ben oui, c'est possible de faire ça. Il faut vous dire, par exemple, que actuellement, à l'hôpital des 4 villes, je vais vous dire les noms des villes, c'est Saint-Cloud, Chaville, Sèvres et Ville d'Avray. Actuellement, 30% des accouchements sont issus de la fécondation in vitro. Bon. Et c'était il y a 2 ans, ou 3 ans. Alors ça a dû certainement augmenter. Bon. Et quand Attali dit que les hommes se vendront, eh ben on achète les gamètes maintenant, les 2 ovules, des spermatozoïdes, on achète des embryons en Amérique, vous voyez, et des embryons pré-programmés. Alors ça semble presque invraisemblable, mais c'est une réalité qui, par rapport à ce livre-là, avance à une vitesse absolument incroyable. Alors après, nous voilà à la fécondation. On arrive dans le cœur de ce qu'on appelle l'ectogénèse. Ça, c'est très intéressant. Je vous ai parlé du cas de Madame Liu. En fait, elle se fait appeler Hélène, mais c'est Hongxing Liu, qui est une savante qui est à l'université de Cornell, qui est à New York, et qui travaille à Manhattan. Or, cette personne-là a commencé à développer des enfants dans un liquide physiologique. Bon. Mais comme à cette époque-là, la loi interdisait d'aller au-delà de 8 jours dans ce genre d'expérience, eh bien, elle arrêtait au bout de 8 jours.
mais elle a continué en douce, tac, 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 à prolonger ses expériences. Bush arrive au pouvoir et déclare illégale toute manipulation de l'embryon et fait détruire, casser son laboratoire par le FBI. Alors, on va pas vous expliquer ça comme ça, mais c'est la réalité. On va dire pour des raisons politiques, elle a été obligée d'attendre. Or, Madame Liu a continué le développement des embryons quand Obama est arrivé, parce que le premier acte public d'Obama quand il est arrivé au pouvoir, c'est de légaliser, d'autoriser, je sais pas à quel niveau je dois me mettre. Bon. Qu'est-ce que vous dites, c'est ça, vous croyez? Il est éteint. Je suis désolé de vous... On peut baisser, hein, si on baisse, on n'entendra plus de Larsen, mais... Et là, est-ce que ça va mieux? Non, c'est pareil. Bon. Non, mais là... Oui. Là, déjà, il faut l'éteindre. Oui, là, il est allumé. Oui. Est-ce que ça va mieux? Non. 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 Bon, alors attendez, on va monter. Bon. Eh ben, pendant que vous essayez de résoudre ce thème, je continue. Donc, le premier acte public d'Obama consiste à autoriser la recherche sur les embryons. Chic alors, Madame Liu se remet au travail et continue de développer ces embryons. Et qu'est-ce qu'elle constate? Qu'à un moment, les embryons meurent. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont pas dans le sein maternel et qu'il y a un gros problème qui est l'échange entre la mère et son enfant par l'intermédiaire du placenta et aussi ce liquide dans lequel baigne l'enfant, qui s'appelle le liquide amniotique. Vous me suivez bien? Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, je vais mettre au point un utérus artificiel. La notion d'utérus artificiel avait déjà été développée par un philosophe qui s'appelle Atlan, qui est le premier à avoir suggéré que l'humanité devait s'orienter de cette manière-là. Atlan a fait un livre qui s'appelle l'utérus artificiel. Et il continue de parler en disant, actuellement, mais oui, ça avance. Bon. Madame Liu a mis au point un utérus artificiel. C'est une substance semi-caoutchouteuse qui permet effectivement les échanges entre la mère et son enfant. Donc, elle a mis ça au point, et les enfants continuaient de se développer, mais il y a un moment où ils mouraient, parce que ils n'étaient pas dans le liquide amniotique. Alors là intervient une nouvelle extraordinaire, c'est que un professeur qui s'appelle le professeur Schaffer plus exactement, le professeur Schaffer est un néonatologue de l'université du Massachusetts. Je crois, je vais le vérifier là, je voudrais pas vous dire de bêtises. Non, je l'ai. Voilà, Temple University en Pennsylvanie. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il constate que une chose très simple que nous avons constaté quand nous faisions des accouchements, c'est que quand vous aviez des enfants qui arrivaient au monde trop petits, eh bien, ils avaient un problème respiratoire et ils mouraient d'insuffisance respiratoire parce que se développe à ce moment-là, le poumon ne se déplie pas correctement et à ce moment-là, le poumon se recouvre d'une membrane, on appelle ça la maladie des membranes hyalines, qui empêche l'enfant de respirer. L'enfant finit par mourir étouffé. Or, Schaffer, pour le plus grand bien des prématurés, naturellement, va se servir du liquide amniotique et il va enfoncer par un système qu'il a mis au point de tube, il va enfoncer le liquide amniotique dans les poumons. Et c'est un système de va-et-vient, c'est bien fichu. Et effectivement, il arrive à descendre à des enfants qui ont 250 grammes. Je dis c'est pour le bien de l'humanité parce que ça contribue à sauver ces prématurités. Mais comme dans toutes ces découvertes, et que je disais
à madame, c'est le miroir à deux faces. C'est Janus bifrons. C'est chez les Romains, c'est Janus avec une double face, à deux fronts. Bon. Là, le côté obscur de la force, comme dirait la Dark Vador. Bon. Il y a toujours le côté obscur de la force. C'est que madame Liu se frotte les mains et va utiliser ce liquide abiotique pour permettre l'ectogénèse, c'est-à-dire le développement intégral d'un enfant dans le sein de sa mère. Alors je dois vous dire que l'âme d'ange disait qu'on n'était pas loin parce que il manquait 200-300 grammes ou 200 grammes, c'est-à-dire un mois et demi, 2 mois peut-être. Bon, c'est fini, c'est fini. Et Madame Liu elle-même déclare pour 2020 l'ectogénèse sera réalisée. Voilà. Alors ça a été réalisé chez des moutons. On a extrait un embryon du sein d'une brebis et on l'a développé par ectogénèse jusqu'à un stade de viabilité. C'est une réalité, ça. C'est un fait. Alors on le constate, c'est comme ça. Alors ensuite, vous allez me dire, mais avant l'embryon, il y a les gamètes. Il y a les gamètes. C'est-à-dire les ovules, les spermatozoïdes. Peut-on fabriquer des gamètes? Comme dit Attali. Eh ben oui. Alors vous avez entendu, et ça c'est encore récent, c'est un additif au livre, la découverte de Yamanaka. Bon, il y a les cellules souches, ce sont des cellules qui sont capables de régénérer n'importe quel tissu ou une partie des tissus ou un seul tissu. Et les embryons eux-mêmes, à un stade précoce, ont des cellules souches qui sont théoriquement capables de remplacer la totalité des tissus. D'où les expériences dignes de Frankenstein que fait mon confrère Péchanski, qui s'échine dans le cadre de l'AFM à essayer de soigner les myopathes. Alors j'ai eu un fils qui est mort de la myopathie. L'abbé est venu à son enterrement. L'abbé Tanoarm. J'ai un petit-fils qui a la maladie de myopathie. Ce mec continue, et rare humanum est, il continue de croire au succès de ces cellules souches. Or, dans toutes les j'ai envoyé quand on a eu discussion des renouvellements de loi bioéthique il y a 1 an et demi. Bon, j'ai envoyé à tous les parlementaires une feuille en disant voilà, vous écoutez Péchanski, il y a que lui qui a le droit de parler. Bon, eh bien regardez tous ces échecs. Alors, il y avait tous ces échecs. Ce qui avait été le plus spectaculaire, c'était les pauvres parkinsoniens auxquels il avait greffé des cellules souches embryonnaires et qui étaient morts dans des souffrances absolument atroces, et donc c'est cancérisation ou rejet immunologique. Donc, exit les cellules souches embryonnaires. Donc, il reste les cellules souches dites adultes, extraits essentiellement, je ne vous donne pas de détails, du cordon ombilical de l'enfant qui vient de naître. Donc, quand on faisait les accouchements, on récupérait le cordon et puis le placenta dans un congélateur pour faire des immunoglobulines. Là, eh ben, c'est mieux, on y trouve des cellules souches qui, elles, sont totipotentes. C'est-à-dire que théoriquement, elles peuvent remplacer le... Et là, je m'en prends au gouvernement parce que ce sont des salopards. Au nom de l'emprise de l'État sur tout ce qui peut exister. Il y avait un laboratoire qui avait mis au point, à partir de cellules souches venant du cordon, la possibilité de régénérer les rétines. Vous voyez, c'était pas rien. Bon, eh bien, on lui a interdit de détenir des cellules souches. Et l'État veut garder le monopole des banques de cellules souches venant du cordon. Alors que les Chinois, les Vietnamiens, les Thaïlandais ont fait un gigantesque complexe international où ils récupèrent des quantités de cellules du cordon, et les femmes, on leur dit, vous êtes accouchées, bon, vous voulez qu'on garde le sang du cordon?
Oui, bon, bah, très bien. Bah, il est archivé à tel endroit, à telle ville, à Bangkok. Voilà. Bon. Et par quoi ça se traduit, ça? Bah, je vais vous le dire. Un articulé minuscule dans le Diario de Mallorca en Espagne, un enfant dont on avait gardé le sang du cordon à la demande des parents et qui avait été stocké dans une unité, fait une leucémie, on lui injecte les cellules souches venant du sang du cordon, il est guéri. Voilà. Bon. Eh bien, actuellement, l'État est en train de garder le monopole là-dessus et empêche la progression des maladies. Alors, évidemment, il les envoie dans les hôpitaux. Bon. Alors, attendez, nous arrivons encore au côté obscur de la force. Yamanaka est un Japonais qui a trouvé un truc extraordinaire. Il a trouvé des cellules souches qui s'appellent les fibroblastes, c'est-à-dire des petites fibres musculaires qui permettent l'horripilation. Qu'est-ce que ça veut dire l'horripilation? C'est pas que ça vous énerve, c'est le poil qui se dresse. Bon, j'espère que vous en avez pas trop quand vous me voyez. Alors, l'horripilation, c'est le muscle qui permet au poil de se redresser quand on a la chair de poule. Bon. Et il les a modifiés génétiquement et il a créé une nouvelle espèce de cellules souches qui s'appelle les cellules souches IPS, Inducted Producted Stem Cells. Ça veut dire cellules souches produites par induction. Voilà. Bon. Ces cellules souches peuvent s'adapter à tous les tissus. Alors ça commence dans un certain nombre de maladies, notamment des maladies du système nerveux, de la rétine aussi justement. Bon, à les appliquer sur le plan de la thérapeutique. On y va doucement parce que il y a les conséquences peut-être lointaines. Vous voyez, c'est pas la pilule. Bon, la pilule, tout le monde sait depuis 40 ans. Vous savez, c'est comme dans les ch'tis, hein, quand il va manger les fricadelles et puis le gars demande à l'autre mais les fricadelles, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tout le monde le sait, mais personne ne le dit. Bon, et ben là c'est pareil. La pilule, ça donne le cancer du sein. Tout le monde le sait, mais personne ne le dit. Les avortements donnent des cancers du sein. Tout le monde le sait, mais personne ne le dit. Et puis, la pilule donne des phlébites. Tout le monde le sait, mais personne ne le dit. Bon. Alors maintenant, on y est. Maintenant, il y a bien un moment qui dit, le roi Midas a des oreilles d'âne. Et puis voilà. Et puis alors, c'est les procès, les machins. Mais ça, les cahiers Saint-Raphaël, les histoires de thromboembolie, je veux dire, c'est dans les cahiers Saint-Raphaël d'il y a 10 ans. C'est pas nouveau, c'est pas, c'est pas moi qui ai découvert ça sous le pied d'un cheval, hein. C'est comme ça que ça se passe, vous voyez. Alors, je parlais de ça. Donc, Yamanaka. Tout le monde s'émerveille de cette découverte de Yamanaka et il reçoit le prix Nobel. Et alors, il y a deux personnes qui ont une idée géniale. Non, c'est moi, ce qui est normal, et Jeanne Smith de Quotidien Présent. C'est que ces cellules souches IPS, elles sont totipotentes. Ça veut dire qu'elles sont capables de faire tous les tissus. Et si elles sont capables de faire tous les tissus, elles sont capables de faire des tissus de type germinal, c'est-à-dire les gamètes, les ovules et les spermatozoïdes. Et quand on donne le prix Yamanaka, je dis ça, vous allez voir, ils vont fabriquer des gamètes et elle aussi, Madame Smith, Jeanne Smith, elle avait vu très 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 bien la chose. Ça n'a pas raté 3 jours après. On apprenait que une équipe du professeur Naiko de l'institut de l'université de Tokyo avait mis au point des gamètes. Belle nouvelle, mes amis. On n'a plus besoin de vous pour faire des enfants. Ni mesdames, ni messieurs. Voilà, c'est terminé. Très bien. Bon. Alors, vous voyez, rupture de la filiation. À partir de cellules de la peau de Pierre-Paul Jacques, on va pouvoir faire des gamètes et développer par l'ectogénèse des enfants. Voilà le schéma de l'ectogénèse.
2020. On se donne rendez-vous si Dieu me prête vie et vous verrez à quoi nous en sommes. Alors ensuite, l'homme génétique. C'est là où les choses deviennent un petit peu plus compliquées, mais peut-être encore plus inquiétantes et certainement encore plus passionnantes. Je vais essayer de vous donner des idées très très simples pour que vous compreniez ce que je vais vous dire tout à l'heure. Vous savez que le corps est fait de protides, de glucides et de lipides. Bon. Alors, les lipides, c'est les graisses, c'est les réserves. Les glucides, c'est l'énergie. Les protides, c'est tous les tissus nobles, c'est-à-dire les hormones, l'os, le système nerveux, les muscles, le poumon, le cœur, etc. Voilà, vous avez bien cerné la chose. Alors donc, les tissus nobles, ce sont les protides. Alors imaginez une pièce comme celle-ci, et imaginez que c'est une cellule. Et dans cette pièce, il y a de l'énergie qui est fournie par des petites sources d'énergie. Ça s'appelle en médecine les mitochondries. Ces mitochondries jouent, comme je vous l'ai dit, le rôle de pile électrique, mais conjointement, on s'est aperçu qu'elles donnent des messages génétiques, des informations génétiques. Et il semblerait même, il y a un long chapitre sur l'immortalité là-dedans, sur la recherche de l'immortalité, où est-ce que ça à quel point on en est dans les découvertes. C'est assez fascinant. Mais je peux pas tout vous expliquer, sinon vous n'aurez plus d'intérêt à lire le livre. Et puis, si vous voulez vivre longtemps, vous voulez peut-être avoir des perspectives là-dessus. Donc, vous acheterez le bouquin à la sortie. Alors, donc, les mitochondries qui portent un message. Et au milieu de cette pièce, il y a une bibliothèque. C'est le noyau de la cellule. Dans cette bibliothèque, il y a 46 livres. Des bouquins. Bon. 46. C'est les chromosomes. 46 chromosomes. Bon. Dans un livre, il y a des pages. Ce sont les séquences d'ADN. Et dans les pages, il y a des lettres et des mots. C'est ce qui forme l'ADN. C'est 4 acides aminés, A, T, G, T, adénine, cytosine, thymine et guanine. C'est ce qu'on appelle le chiffre de la vie. C'est Gattaca. Pour ceux qui ont vu ce film extraordinaire, bienvenue à Gattaca, il faut le voir, ça traite de la question de la génétique, c'est absolument pas, c'est l'anagramme de la TGC, Gattaca. Bon. Donc, vous avez des lignes comme ça, très 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 longues, qui ont un ATGC, et tout ça c'est mélangé, AGTC, ATCD, etc., sur une chaîne, ça fait quelque chose comme 100 mètres, enfin, une chaîne, rien qu'une chaîne d'ADN, ça fait à peu près 100 mètres. Une chaîne d'ADN, ça fait à peu près 100 mètres. Bon. Donc, il suffit qu'il y ait simplement une inversion entre deux acides aminés, un T qui se trouve à la place d'un G, ou un C qui se trouve à la place d'un T, pour avoir une anomalie dite génétique. Et maintenant, on est capable de littéralement séquencer, c'est-à-dire établir la séquence de ces acides aminés. Et pour une personne donnée, ou je veux dire une filiation donnée, il y a une zone qui est toujours la même. C'est ce que j'entendais tout à l'heure à la radio, et vous avez entendu, vous avez une personne qui a été soupçonnée d'avoir tué une pauvre femme, un Anglais, et ben en moins de 24 heures, on a découvert de l'ADN sur le corps de cette femme, et on l'a retrouvé chez cet homme. Voilà, c'est ça la recherche de l'ADN. Je pense que vous avez compris. Bon. Alors maintenant, est-ce qu'on peut
est-ce qu'on peut agir sur l'ADN? Eh ben, évidemment oui. Évidemment oui. C'est ce qu'on appelle la chirurgie du gène, qui va permettre, dans les années qui viennent, d'améliorer ou de changer le génome d'un certain nombre de personnes qui seraient susceptibles d'avoir des maladies. Alors on a fait des bricolages terribles. On a commencé à mélanger des génomes entre des animaux et des hommes. On a fait des hommes cochons, par exemple. On a fait un chat qui était luminescent. Bon. C'est ce qu'on appelle les chimères. Ça s'appelle les chimères, c'est des mélanges d'humains et de... Comme ça sert à rien, les Anglais l'ont autorisé, et puis les scientifiques ont dit que ça sert à rien du tout, donc on arrête, parce qu'on voit pas très bien à quoi ça peut servir un homme cochon. Bon. Mais par contre, les organismes, les OGN dont on parle, le blé OGN, c'est ça. C'est du blé qui a été modifié génétiquement, de cette manière. Et donc, la chirurgie du gène, c'est pas du rêve, c'est des choses très bon, et puis on en a reconnu, paraît-il, que c'était pas dangereux pour l'espèce humaine, et j'ose espérer que oui. Alors, on a fait des tas de trucs comme ça, on a même mis au point, par génie génétique, des vaccins dits thérapeutiques. C'est ce qui est recherché actuellement pour le sida, c'est-à-dire des vaccins qui guériraient la maladie et en même temps la préviendraient, vous voyez, qui feraient les deux choses en même temps, qui développeraient l'immunologie pour rejeter la maladie. Alors pour les cancers, c'est effectivement ça, mais la partie la plus spectaculaire, c'est ce qu'on appelle le clonage. Vous avez entendu parler de bon. Alors, je résume rapidement. On a pris un ovule d'une brebis et on a enlevé le noyau et on a remplacé par le noyau d'une cellule qui venait du pis de cette brebis. Bon. Et ça s'est développé. Pourquoi ça s'est développé? Parce que il y a de la peau, il y a la moitié de nos livres, la moitié des chromosomes qui venaient enfin, je vais essayer de comprendre. Dans les gamètes, vous avez la moitié qui vient de l'homme, la moitié qui vient de la femme. Donc la moitié du spermatozoïde, la moitié de l'ovule. Bon. Donc 23 et 23, ça fait 46. Mais vous tous qui descendez de votre père et de votre mère, toutes les cellules de votre corps ont 46 chromosomes, excepté vos gamètes, c'est-à-dire vos ovules et vos spermatozoïdes. Donc, en prenant une cellule du pis de Dolly, elle avait le nombre de chromosomes correspondant à celui de la brebis, et il l'a mis dans l'ovule, et il a stimulé l'ovule. Et il est arrivé à faire Dolly. Ça, c'est assez spectaculaire. On a pensé que c'était terminé. Vous avez eu des escrocs, Swang, Antinori, là, que je me suis payé à une émission de Berne, il était fou. La reine pour tous. Donc, et ces escrocs, comment il s'appelle le fou là, qui atteint les ovnis là, Raël. Bon, donc c'est des gens qui disaient avoir cloné. Alors tout le monde a dit, on a affaire à des faisans, tous ces gens-là sont des escrocs, on peut pas les croire. Mais, je vais vous dire, le clonage humain a été réalisé sans que pratiquement personne ne le sache, parce que ça n'intéressait plus personne. Pourquoi? Parce que ça sert à rien, en dehors de Midinette qui souhaiterait avoir deux enfants strictement pareils et qui voudraient cloner l'un sur l'autre. Alors, le premier, le Dr Wood de l'université de La Jolla, Californie, réussit en 2008, donc 4 ans, le premier clonage humain. Bon. Mais, plus sensationnel encore, est le cas de Craig Venter, qui est un Américain, qui a réussi une chose extraordinaire, c'est que il a littéralement décodé la totalité d'un microbe qui s'appelle Mycoplasma genitalis, qui est un petit microbe. Il l'a détricoté, c'est-à-dire imaginez
un gigantesque jeu de logos énorme. Ce jeu de logos représente les chaînes d'ADN, surtout ATGC, ACDT. Bon. Il a tout mis en pièces, comme ça. Donc, toutes les pièces du logo réparties, comme ça, voilà. ATGC, AGDT. Bon. Alors, tout ça, c'est fait avec des appareils informatiques qui travaillent à 10 puissance 18 opérations par seconde. Hein. Donc, un 10 avec 18, c'est des milliards d'opérations. Bon. Alors, il a littéralement détricoté et il a retricoté ATGT là, et il a fait une petite différence pour que on puisse bien dire que il avait réussi cet exploit, et il a créé une nouvelle bactérie qu'il a appelée Cynthia, qui veut dire synthétique, la bactérie synthétique. Eh bien, mes amis, c'est la première fois que l'homme avait créé une espèce humaine, une espèce animale. Première fois. Bon. Ah oui, à la place de Dieu. Alors on lui dit, vous êtes Dieu? Ah, il dit, non, je suis pas Dieu, je suis agnostique. Alors il a reprogrammé. Oui, oui. Alors il dit, oui, parce qu'on peut discuter sur le concept de vie, mais si on reprend la définition de saint Thomas et d'Aristote, il a fait exactement la définition d'Aristote, hein, nutrition, reproduction, etc. Ça entre dans le schéma d'Aristote. Donc, de la définition de la vie. Je peux rien, c'est comme ça. Hein. Je suis pas Aristote ni saint Thomas, mais c'est comme ça que ça se passait. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais m'en prendre à des espèces de plus en plus compliquées. Il a dit, c'est moi le néo-Darwin. Pourquoi? Parce que c'est moi qui vais faire évoluer les espèces. Voilà ce qu'il a déclaré à Paris Match. Et, donc j'ai les articles, tout ça. Et alors, on lui a dit, mais, enfin, quand on voit un homme, ça fait beaucoup de cellules, ça. Il dit, mais, élémentaire, mon cher Watson. Vous imaginez pas que je vais prendre un adulte pour faire tout ça. Je vais partir d'un ovule et d'un spermatozoïde, et comme en plus de ça, il y a moins d'acides aminés, il y a moins de gènes dans ce microbe que chez l'homme. C'est des curiosités, ça, comme ça. Par exemple, le singe a un génome assez proche de l'homme, mais il y a un tout petit ver dans le Hyménopélis nana, je crois, un truc comme ça, qui a un génome qui est aussi très très proche de celui de l'homme. Alors vous voyez, un génome peut donner des choses très très différentes. Hein. Mais il dit, mais je vais prendre des ovules et des spermatozoïdes, et puis je vais faire exactement pareil avec l'ADN des gamètes, c'est-à-dire des ovules et des spermatozoïdes, et j'aurais fait mon premier homme. Voilà. Alors, une autre chose beaucoup plus récente, qui va aussi vous faire dresser les cheveux sur la tête, c'est l'apparition parmi nous de mutants. Vous savez pas qu'il y a des mutants, mais je vais vous expliquer ce que c'est qu'un mutant. Un mutant, c'est quelqu'un qui a le patrimoine génétique de plusieurs personnes et qui se trouve en état de mutation. Alors le point de départ était des personnes qui étaient stériles à cause des mitochondries. Voilà, ce qui donnait voilà. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le noyau de cette personne-là et on l'a mis dans un autre ovule d'une autre femme qu'on a énucléé. Donc, l'ovule qui était là était la résultante de deux femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces enfants-là ont deux mères et un père. Il ne faut pas oublier que le mitochondrie donne des informations, mais dans le cytoplasme, c'est-à-dire tout ce qui entoure le noyau, il y a aussi des informations qui sont dites épigénétiques. Donc nous nous trouvons véritablement face à un mélange du patrimoine de deux personnes. Et si on a affaire à une mère porteuse, il y aura donc trois mères et un père.
Vous allez me dire, mais ça c'est... Alors, c'est Reproductive Medicine and Science, Université de Saint-Barnabas, dans le New Jersey. On estime que 30 enfants en Amérique sont nés de cette manière-là. Voilà, 30 enfants. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est des trucs comme ça, bon. Mais non, c'est pas des trucs comme ça. L'Angleterre, actuellement, est en train de faire un sondage par Internet auprès de tous ceux qui veulent bien répondre, pour leur demander si ils sont d'accord pour que l'on fasse ça dans les laboratoires de l'Angleterre. Et ça va être présenté comme exactement l'avortement, et ça, pour le bien, vous comprenez. Cette pauvre femme stérile, elle pouvait pas avoir d'enfant à cause de ses mitochondries, alors on a été chercher le noyau, on l'a mis dans un autre cytoplasme. Mais c'est merveilleux, on l'a guéri, ça demain. Mais il y a aussi d'autres maladies comme ça qui tiennent aux mitochondries. Il y a des centres épigénétiques qui donnent aussi des maladies, etc. Et actuellement, c'est la question qui est posée. Est-ce que l'humanité future va accepter de voir mélanger les patrimoines génétiques de manière à ce que on ait deux mères ou trois? Alors, avec le mariage des homosexuels et la procréation médicalement assistée, on nous habitue petit à petit à cette idée-là. Bon. Et le côté obscur de la chose, c'est qu'évidemment, on se trouve face à un défi majeur de l'ordre naturel qui a été donné par Dieu aux hommes. Et ils ont fait de la nature. Alors le clonage, donc je vous en ai parlé. Donc nous arrivons au dernier chapitre, qui est l'homme bionique, et c'est là-dessus que j'ai le plus d'informations qui sont extrêmement variées et qui touchent à un nombre de choses absolument colossales. Alors je vais essayer de mettre de l'ordre là-dedans parce que il y a beaucoup d'informations qui sont extrêmement récentes et qui viennent se surajouter. De manière générale, vous voyez, je vais vous développer quelques points. Vous voyez actuellement en médecine se développer ce qu'on appelle les implants. Bon. Les implants, on fait maintenant des implants pour les oreilles, on fait des implants pour les yeux, on fait des pancréas artificiels, on fait des cœurs artificiels. On vient de trouver un moyen. Alors un cœur artificiel, ça coûte 100 000 €, plus tous les soins annexes, l'intervention chirurgicale, etc. Mais par contre, mes chers amis, êtes-vous prêts à dépenser 100 000 €? Le cœur sera éternel. On est sûr que... Bon. Mais, toujours bon. Vous savez qu'actuellement en cardiologie, il y a des gens qui ont des pacemakers, qui sont surveillés en permanence de l'hôpital, et que de l'hôpital, on peut tout à fait surveiller un cœur et dire à la personne par le téléphone, dès tout de suite, vous avez quelque chose qui va pas. Bon. Ou prenez ceci, ou faites ça, collez-vous un machin de natis-spray, puis arrivez pour faire une coronarographie. Vous voyez, c'est extraordinaire, enfin qu'on puisse faire. Eh ben, dites-vous bien que on va pouvoir commander les cœurs à distance. Alors maintenant, on voit les robots sont capables de faire des choses extraordinaires en chirurgie. On est capable d'opérer d'un bout à l'autre de l'Atlantique des gens. Alors c'est par informatique. Le chirurgien se trouve à Paris et le malade est opéré par un robot à Vancouver. Et il arrive à faire, le robot, des choses que l'homme n'arrive pas à faire parce que c'est beaucoup, beaucoup trop délicat. Donc, on voit des robots de plus en plus sophistiqués qui font affaire. Bon, on a un ami qui malheureusement a un cancer de la vessie. Eh bien, à Amiens, on s'est servi d'un robot
pour extirper complètement cette tumeur. Alors la contre-valeur, c'est que la personne qui est à l'autre bout et qui surveille le cœur, si elle est malhonnête, elle est tout à fait capable d'arrêter le cœur en disant vous prenez ça ou vous prenez pas ça, et puis voilà, ça y est, c'est terminé. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc vous voyez un peu la dépendance vis-à-vis des machines qui va se créer. Mais mes amis, vous êtes tous dépendants des machines. Combien d'entre vous ont un téléphone dans cette pièce? Combien d'entre vous vont revenir à pied chez eux et vont pas prendre les transports en commun ou leur voiture? Nous sommes dépendants de la voiture. Bon. Donc, les machines sont des prolongements de nous-mêmes. À la suite de la guerre d'Afghanistan, il y a eu des centaines de milliers, il y a eu des milliers de soldats qui ont sauté sur des mines et qui ont perdu des membres. Si bien que s'est développée toute une science pour des prothèses. Et cette science a des aspects tout à fait inattendus. Parce que, par exemple, les prothèses, il y a des prothèses mécaniques, de type mécanique, qui permettent aux gens de courir plus vite qu'un homme normal. Alors je vais vous expliquer. Quand l'homme fait quelque chose, quand il a trouvé la première voiture, il n'a pas dit je vais en rester là pour me déplacer, il va dire je veux une voiture plus performante. Vous suivez bien? Bon, eh bien là c'est pareil. On a fait des prothèses de plus en plus rapide. Alors à cause du mélange, je vais essayer de vous donner le nom exact de cette personne-là. C'est une personne qui est une chanteuse qui fait partie des 50 plus belles femmes au monde et qui est née sans jambes. Et elle a des prothèses, mais elle dit mais c'est formidable, j'ai pas besoin de m'épiler, j'ai pas besoin de me laver, et puis je chante. Selon mon auditoire, je mets des prothèses plus ou moins grandes, et je suis capable de marcher et de faire le tour de la terre, sans aucune fatigue, au niveau de mes jambes. Alors si je vous dis que bientôt tout le monde voudra faire ça, vous allez me dire, mais vous êtes folle. Non, mais pas du tout, parce que l'homme le plus vite du monde, il s'appelle un nom comme Prétorius ou un homme comme ça, c'est un gars qui a des prothèses et qui court plus vite que tout le monde au monde, parce que il a eu ses prothèses. Et mes amis, quand on branchera des ordinateurs dans la tête des gens, on va pas les obliger. Mais quand vous verrez que votre voisin qui a un ordinateur branché dans la tête, il est capable de parler 30 langues et de vous réciter tout saint Thomas, vous allez dire, ouh là là, je suis là-dedans, je suis en retard, là. Et de même que vous avez un téléphone, eh ben, vous serez tenté pour vous faire implanter un cerveau, dans la tête. Alors, la conquête du cerveau, c'est, ce qu'on appelle l'interface, cerveau-machine. Vous comprenez que quand vous avez un appareil photo, vous comprenez bien que l'information va de la chose que vous prenez en photo vers vous. L'interface cerveau-machine, c'est la possibilité par le cerveau d'agir directement sur les objets. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est possible? Eh bien oui, parce que on a créé maintenant des prothèses qui sont commandées par le cerveau. Vous avez peut-être vu, vous tapez Mont-Saint-Michel japonais, vous allez voir un gars qui a réussi à monter un japonais qui était paraplégique, pas de bras, pas de jambes, donc qui est là, et qui commandait par la pensée un exosquelette, c'est-à-dire une espèce de coquille, qui lui a permis de monter cela. Alors, il y a des bras articulés qui sont commandés par la pensée, et par exemple, les gens qui perdent l'usage d'un bras, eh bien maintenant on peut leur greffer un bras, tout simplement on leur visse un bras articulé, et on les entraîne, et très très rapidement, ils réussissent à faire bouger le bras.
Alors à partir de quoi, vous allez me dire? Eh bien tout simplement de petits implants qui sont mis au niveau du cerveau. Ce sont des choses qui sont grosses comme des têtes d'épingle. Vous l'avez vu à la télé, je remercie. Bon, oui, mais enfin, bon, c'est quand même comme ça. Bon, alors, je vous remercie de le dire. Bon, alors ensuite, vous avez des implants au niveau cérébral. C'est extraordinaire. On estime qu'il y a 40 000 personnes qui ont des implants cérébraux dans ce but-là. Maladie de Parkinson, maladie de Huntington, des gens qui sont dépressifs, par exemple, des gens qui ont des troubles obsessionnels compulsifs, des TOC. Vous savez, les TOC, c'est la personne qui ferme la porte de chez elle, qui va dans sa voiture, qui dit « j'ai dû oublier de fermer la porte », qui revient « la porte est fermée », elle arrive au bureau « j'ai dû oublier de fermer, elle reprend sa voiture ». Là, c'est ça, des troubles obsessionnels compulsifs. Des gens qui peuvent pas s'empêcher de faire des troubles obsessionnels compulsifs, il y en a plein. Hein. Il y a la télévision, c'est un trouble obsessionnel compulsif. Il y a le sport. Alors là, des gens qui sont devant leur télé et qui peuvent pas s'empêcher de regarder le sport. Non, ceux qui regardent, hein, je parle pas de ceux qui courent. Bon, alors, donc, les troubles obsessionnels compulsifs, on met des implants. Et ces implants sont capables de contrôler l'humeur des gens. Vous voyez, les pensées. C'est extraordinaire. Alors c'est pour le bien ou pour le mal? Qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? Alors j'ai vu un truc sensationnel. Personne qui avait une maladie de Parkinson, qui était comme ça effondrée avec les bras comme ça, on lui a mis un implant. Et puis vous voyez au moment où on ouvre le contact, la personne qui se relève et qui se remet à marcher tout à fait normalement comme si elle n'avait rien. Alors je dis pas qu'elle est guérie, hein. Je dis que elle est guérie de ses troubles. On a limité ses troubles. C'est comme je sais pas, quelqu'un qui a la grippe, c'est la fièvre qu'on a réussi à faire tomber, mais on n'a pas fait disparaître la maladie. Mais c'est un progrès extraordinaire qui permet effectivement de soigner des gens. Mais le contraire aussi, c'est le contrôle des gens par l'intermédiaire et de la pensée des gens par l'intermédiaire de ce genre de trucs. Alors, le contrôle du cerveau, c'est le projet Synapse. On arrive vraiment au cœur de mon exposé. C'est le projet Synapse. Alors, IBM tente à prouver qu'il est possible de reproduire un cerveau artificiel. Et il l'annonce. Alors, synapse, vous savez ce que c'est que les synapses, non? C'est ce qui est au bout de chaque nerf, de chaque neurone, vous avez des petits prolongements avec des espèces de petites pattes qui bougent à toute vitesse. Bon, mais qui sont capables pour une synapse, de faire passer entre 10 000 et 30 000 informations par seconde. Donc, vous voyez, c'est extraordinaire. Bon, alors vous voyez ce que ça peut représenter compte tenu, vous avez 3 milliards de cellules cérébrales. Donc, ça fait des milliards d'informations de synapses. Et donc, elle entend prouver qu'il est possible de faire un cerveau artificiel. Mais par définition, tout ce qui est artificiel, on va essayer de l'améliorer. Et déjà, les ordinateurs dont vous servez, dont vous pouvez plus vous passer comme moi, eh bien, ils dépassent infiniment les capacités du cerveau humain. J'ai 50 langues, je peux avoir accès à tout ce que je veux. Enfin, je veux dire, ça me corrige mon orthographe que j'ai pas appris à l'école, etc. Vous voyez, c'est une possibilité absolument colossale. Et alors, conjointement, les Européens se sont dit, on ne veut pas être en retard sur le sujet, pour ce sujet-là. Et ils ont créé en Suisse un truc qui s'appelle Human Brain Project, ça veut dire le projet du cerveau humain, qui a pour but de faire un cerveau artificiel. Ce projet, au début, concernait 12 pays. Et il vient d'être transformé par l'ensemble des pays d'Europe, c'est-à-dire 29 pays, en un gigantesque complexe qui a pour but de remplacer le cerveau
humain, qui s'appelle neuropolis. Vous entendrez ce mot-là ultérieurement, neuropolis. Alors je vous pose quand même une question sur laquelle vous devriez peut-être réfléchir. À quoi ça sert de faire un cerveau artificiel? Est-ce que ça sert à créer des appareils pour incurver les bananes? Est-ce que ça sert à faire apprendre à marcher aux escargots paralytiques? Alors je vous pose cette question-là. Moi la réponse elle est toute faite. C'est qu'on va remplacer l'humain par les cerveaux artificiels. Et ce cerveau artificiel, lui aussi, il est annoncé pour 2020 par IBM. Il dit nous on va y arriver bientôt. Donc nous allons avoir un cerveau plus fort que tous les cerveaux humains, plus intelligent que les cerveaux humains. Vous allez me dire, mais c'est impossible. Mais ça se fait déjà, chers amis. Vous savez très bien que tous les mouvements en bourse, les ordres d'achat en bourse sont passés par des ordinateurs. C'est pas les gars qui sont dans son bureau là, qui est là, qui dit il faut vendre ceci, il faut acheter ça. Non, ce sont des ordinateurs dans lesquels ont été rassemblés des données. On en rassemble toujours plus pour affiner le système, pour l'améliorer. Et toutes les transactions boursières se font par l'intermédiaire de cerveaux informatiques. Donc, ce sont des perspectives qui ne sont pas des perspectives du rêve, je veux dire. Neuropolis va disposer de l'ordinateur le plus performant au monde. Hein, je vous ai parlé d'un ordinateur qui faisait 10 puissance 18 opérations à la seconde. Vous voyez. 55 professeurs de biologie parmi les meilleurs du monde ont été rassemblés pour réaliser ce projet. Et c'est ça l'intelligence artificielle. Ça sera ce cerveau. Conjointement, progresse, je vais bientôt finir, rassurez-vous, progresse à une vitesse incroyable la détection des pensées chez les hommes. Et il y a deux pistes. La première piste, c'est OpenVibe. Vous tapez OpenVibe. Vous allez voir ce que c'est. C'est un dispositif électroencéphalographique. C'est un espèce de casque avec des petits capteurs qui sont là et qui font un tracé comme un électrocardiogramme, comme un électroencéphalogramme, et qui permettent de visualiser un certain nombre de concepts en les passant dans un ordinateur. C'est-à-dire que l'ordinateur a une conscience d'un certain nombre de mouvements. C'est un peu comme dans votre GPS ou dans le truc pour déterminer les périodes fécondables de la femme. À chaque fois que vous amenez une information, elle vient se coller et se surajouter. Et OpenVibe est un système qui ne coûte que $400 et qui permet littéralement plus l'achat de l'ordinateur, qui permet de lire dans les pensées. Mais mieux encore, la question est de savoir s'il est possible de retirer les pensées. Interface, cerveau, voilà donc le mouvement inverse. Et alors là, nous arrivons dans les choses hallucinantes. Hallucinantes. Par exemple, une équipe au Massachusetts a réussi à vider la mémoire de souris. Alors, cette mémoire, la souris, elle vous parle pas, hein? Bon, la souris, sa mémoire, elle se traduit par des gestes. Donc, si vous retirez la mémoire à une souris, elle est rétalée, elle peut plus bouger. Bon, eh bien, tenez-vous bien, ils ont réussi non seulement à retirer la mémoire à la souris, mais ils ont réussi à la rendre. Et même à faire revenir des souvenirs anciens qui avaient disparu. C'est-à-dire que notre souris, si jadis on l'avait appris à tourner dans un petit tourniquet comme ça, comme les hamsters, et qu'elle savait plus le faire, on mettait devant, eh bien, elle récupérait cette mémoire des faits anciens. Imaginez l'incidence que ça peut avoir chez les hommes, en positif ou en négatif, je ne saurais le dire. Alors, conjointement, la démographie oui, je vous en prie. Je vous en prie. Est-ce que le neurofeedback
C'est ça, c'est le terme exact de neurofeedback. C'est ça, je l'ai noté ici exactement. C'est le neurofeedback, c'est la possibilité d'influencer directement sur le cerveau. C'est tout à fait ça, oui. C'est tout à fait ça. Alors conjointement, le Japon se trouve face à un problème démographique absolument épouvantable, parce que pour assurer la simple renouvellement des générations, il faut avoir 2 enfants, 2 par couple. Voilà. 2 enfants, 2. Il faut que chaque famille ait au moins 2 enfants ou un peu plus d'un enfant. Bon. Alors nous, on se rengorge parce que on a 2, dont plus de la moitié, dont le quart, c'est des Arabes. Bon, alors, bah oui, j'y peux rien, mais c'est comme ça. Bon, donc on dit, nous sommes en tête de l'Europe. Alors évidemment, l'Espagne est à 1,6, l'Italie est à 1,5, et bien en queue, c'est le Japon. Et nous assistons à une implosion, la Turquie aussi, nous assistons à une implosion démographique qui fait que virtuellement, le Japon va disparaître en 2050. Automatique, tous les démographes sont d'accord. Dites pas ça, parce que la Russie est en pleine implosion démographique, et malgré toutes les lois qui sont pondues par Poutine, ils ne réussissent pas à remonter de ça. La Russie, c'est un des pays où on fait le plus d'avortements au monde, et Poutine le déplore. Alors on a tout fait pour que les femmes et des enfants, tous, on a tout fait. On leur a donné des logements, de la télévision, on leur a dit à chaque enfant, vous pourrez vous reposer pendant 2 heures, etc. On n'a absolument pas réussi à inverser la tendance. Absolument pas. Alors, au Japon, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, toutes les filles ont envie de travailler, et elles ont pas du tout envie elles ont pas envie d'occuper de s'occuper de ça. Mais ça, c'est des idées qui sont dans l'air, mais qui sont aussi dans l'air en France. Vous avez, par exemple, il y a 2 ans, il s'est tenu en la mairie de Paris, en juin, sous la présidence de Madame Hidalgo, que vous connaissez. Bon, un truc qui était fait par LGBT, le truc. Bon, et le sujet, c'était ça, c'était pour une procréation sans la femme. Oui. Il y a eu une bonne femme qui a écrit un bouquin qui s'appelle No Kid, 40 raisons pour ne pas avoir d'enfants. Madame Gertrude Mandela, qui est présidente du Parlement panafricain, donc une grosse pointure, c'est la présidente de tous les États d'Afrique. Bon, elle dit pregnancy is like an enslavement which chains women. Ça veut dire la grossesse c'est comme un esclavage, un esclavage qui enchaîne les femmes. Bon, alors voilà ce qu'elle dit. Donc c'est dans l'air, cet effondrement démographique. C'est d'ailleurs pas c'est pas en Afrique que ça sera le plus perceptible. Bon, alors donc cette implosion démographique n'inquiète pas les Japonais. Pourquoi? Les robots. Parce que les Japonais ont mis au point des robots de plus en plus perfectionnés, qui sont capables de parler en plusieurs langues, qui sont capables de rendre un certain nombre de services, qui sont capables de se connecter sur Internet pour donner un renseignement, et qui sont capables de parler. Et de parler très bien. Il y a le programme Cleverbot, qui a été mis au point par un chercheur de la Silicon Valley du nom de Rollo Carpenter. C'est un robot qui est très abouti, si vous voulez, et qui est capable de poursuivre une conversation suivie. Et on a mis une personne en communication successive avec une trentaine d'autres personnes. Et on a mis, après ça, le robot en communication avec ces 39 personnes. Et on leur a dit, vous allez nous dire, page 1, qui est-ce qui vous a parlé, et page 2, qu'est-ce qui vous a, qui c'était? Est-ce que c'est Cleverbot
ou est-ce que c'est un homme? Eh bien, les résultats sont tout à fait surprenants, parce que 59,3 pensèrent avoir affaire à un homme alors que c'était une machine, et 63 seulement reconnurent leurs interlocuteurs. Vous voyez, donc on arrive à des robots tellement performants qu'ils réussissent à imiter la voix humaine et à soutenir une conversation pendant un moment. Oui, monsieur l'abbé? J'ai 5 minutes, je termine. Alors, simplement, ce que je voulais vous dire, c'est la question que vous vous posez certainement tous. Où cela nous mène-t-il? Eh bien, évidemment, moi, ma réponse en tant que catholique, elle est très simple. C'est Dieu qui a créé le monde, et c'est lui qui a tout dans ses mains. Bon, ceci dit, quand on demande aux futurologues, notamment Madame qui évoquait ces gens qu'on appelle les transhumanistes, qui voient l'implantation de cerveau dans la tête des gens, et c'est ça l'ultime transgression, c'est transformer un homme en une machine. Je vous l'avais dit au début. Donc, ces gens sont persuadés que l'humanité a une chance sur 2 de disparaître à cause de la diffusion dans toute la Terre d'un organisme génétique dont on n'aura pas le contrôle. Et ça, c'est la question qui s'est posée avec Cynthia, si bien que Cynthia est maintenant protégée par l'armée américaine. Parce qu'on a peur qu'il se répande, et puis bon. Et puis alors, il y a évidemment le fait que nous empoisonnons la biosphère avec la pilule. Alors on voit la féminisation générale de tout le monde entier, les poissons qui changent de sexe, des espèces qui disparaissent l'une après l'autre parce qu'elles ne se reproduisent plus. Et alors, les phtalates, alors ça je vous parle de ça, un gars qui est spécialisé dans l'étude des fourmis et qui a constaté que toutes les fourmis qu'il étudiait, ils avaient des phtalates sur eux et mouraient des phtalates. Donc, des phtalates, c'est des constituants des plastiques. C'est une émanation des plastiques, je crois. Phthalate, P-H-T-A-L-A-T-E-S. Bon. Il y en a dans les bouteilles en plastique, dans les biberons, dans les carrosseries de voitures, etc. Alors, simplement, je vous terminerai en vous disant la chose suivante. Bon, il y a de quoi être affolé, quoi. Tout ce que je vous raconte, c'est tout bonnement terrifiant. Alors, pour les gens qui ont les promesses de la vie éternelle, ça doit pas, a priori, leur poser de très, très gros problèmes. C'est absolument évident, et de toute façon, Dieu interviendra certainement d'une manière naturelle pour punir les hommes. Et ça, je ne sais pas comment, mais c'est probablement ce qui est en train de se faire. Peut-être que ça sera l'islam, j'en sais rien. Mais, bah oui, c'est ce que m'avait dit Monseigneur Williamson il y a une quinzaine d'années quand il était venu chez moi. Bon. Alors, je le suis pas, hein, je vous cache pas. Bon. Alors, cependant, tout ce programme, en partie, nous a été révélé par 2 livres fondamentaux que vous connaissez, c'est Meilleur des mondes et 1984. Bon, tout le monde les connaît, il faut les lire parce que il y a toute une partie du programme que je viens de vous développer, hormis la partie génétique et bionique. Bon. Et, j'ai fini, monsieur l'abbé. Aldous Huxley, quand il publie Le Meilleur des mondes, eh bien, il a eu des révélations de son grand-père Julian Huxley, qui était un maître initié, qui a créé l'UNESCO, etc., qui était président de la Société eugénique, peu importe. Bon, lui-même, il était aveugle et se disait, si on avait suivi les recommandations de mon grand-père, il était pratiquement aveugle, eh bien, on m'aurait tué à ma naissance. Voilà, c'est ça qu'il disait. Et il a vendu la mèche. Et c'est pour ça qu'on a Le Meilleur des mondes qui permet de réfléchir. Et en 58, le dernier livre qu'il écrit, ça s'appelle Le Retour sur le meilleur des mondes. 1932-1958, il est effaré
de la progression des idées qu'il a lancées comme ça dans le meilleur des mondes. Et il termine son livre de cette manière suivante. En attendant, il reste quelques libertés dans le monde. Peut-être les forces qui la menacent sont-elles trop puissantes pour que l'on puisse leur résister longtemps. Pas résister. C'est encore et toujours notre devoir de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous opposer à elles. Voilà. Et ça commence par expliquer aux gens tout ce que je viens de vous dire, en disant on est en train de créer un monde de démons, un monde de fous. Et prier le bon Dieu. Tout ça ne nous arrive pas. Merci bien. Alors, cher docteur, on vous écouterait des heures, mais moi je suis là pour être le rabat-voix de service. J'ai pas tout dit, hein. Heureusement, parce que vous allez vendre votre livre, dans lequel il y a tout le reste. Il y a tout le reste, voilà. Donc, l'ultime transgression, refaçonner l'homme, vous le signez en bas, si vous voulez. Oui, bien, si vous m'invitez. On va boire un coup, mais en même temps, on va acheter votre livre, c'est 20 €. Voilà. Voilà. Alors, je tiens à préciser que je n'ai pas pris de droit d'auteur pour que le livre soit vendu le moins cher possible. Il est édité par Chiré en Montreuil.